L'actualité, c'est d'abord le 34e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC qui se tiendra du 17 au 18 août à Victoria Falls au Zimbabwe, au cours duquel Robert Mugabe prendra également la présidence tournante de l'organisation. Le thème de cette année est la stratégie de la SADC pour la transformation économique, la mobilisation de ressources diverses de la région pour l'économie durable et le développement social par le biais de la valorisation et l'ajout de valeur. Victoria Falls, ville touristique de Zimbabwe, accueille le 34e sommet des chefs d'État et des gouvernements de la SADC. Un sommet précédé par la réunion des ministres des 15 pays membres de cette organisation qui a pour vocation l'intégration sous-régionale. Réunion tenue du 15 au 16 août ici à Victoria Falls, là où même se tiendra du 17 au 18 août les sommets des chefs d'État et des gouvernements qui arrivent progressivement dans cette ville qui connaît habituellement une ambiance touristique à cause de ses célèbres chutes de Victoria. Le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, est attendu dans les prochaines heures. Le sommet de Victoria Falls sera celui du président Robert Mugabe qui prendra la tête de la SADC pendant un an, poste qu'occupe actuellement les Malawi. Pendant les 2 jours du sommet, les chefs d'État et des gouvernements vont examiner la situation politique et socio-économique dans la sous-région. Pour cette année, le thème retenu est la stratégie de la SADC pour la transformation économique, la mobilisation des ressources diverses de la région pour l'économie durable et le développement social par les biais de la valorisation et l'ajout de valeur. L'actualité, c'est aussi la 6e conférence annuelle des présidents des parlementaires africains qui s'est clôturée jeudi 14 août au siège du Parlement sud-africain. La délégation congolaise a été conduite par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku. Au cours de cette conférence, les parlementaires ont entériné la décision de mettre en œuvre les actions spéciales en vue de faciliter la ratification du protocole révisé du Parlement panafricain par les États membres. Du 13 au 14 août 2014, le parlementaire africain se sont retrouvés à Johannesburg en Afrique du Sud pour prendre part aux assises de la 6e conférence annuelle de présidents des parlements africains. La République démocratique du Congo a été représentée par les speakers de la chambre basse du Parlement congolais, Obemina Kunjalanjoko. Dans son message, le président de l'Assemblée nationale a démontré les efforts fournis par les autorités congolaises pour éradiquer toutes les forces négatives, ainsi maintenir la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Et la 6e conférence a recommandé aux parlementaires de veiller à la ratification du protocole du Parlement panafricain par leurs gouvernements respectifs d'ici 2015. Sur le plan sécuritaire, un appel a été lancé au gouvernement africain de rendre opérationnelle la force des réactions. À cela s'ajoute l'accroissement des contributions financières au Fonds pour la paix de l'Union africaine. Le terrorisme en Afrique a été à l'ordre du jour et une recommandation a été adoptée pour l'établissement de la coopération régionale et sous-régionale dans le but de déloger le terrorisme du continent africain. Après avoir pris une part active aux travaux, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Obemina Kunjalanjoko, a regagné Kinshasa ce vendredi dans la soirée. Autre titre d'actualité, c'est l'évacuation ce samedi de Kinshasa pour la Belgique du leader de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, à bord d'un avion médicalisé. L'état de santé de l'octogénaire de l'UDPS faisait l'objet de spéculations depuis près de 2 semaines. On évoque une détérioration de sa santé, mais les membres de son parti affirment qu'Étienne Tshisekedi va poursuivre sa convalescence. L'opposant de RDC, Étienne Tshisekedi, a quitté Kinshasa. La nouvelle est tombée ce samedi dans la matinée, puis relayée par les médias locaux, affirmant l'évacuation de l'opposant Étienne Tshisekedi pour Bruxelles à bord d'un avion médicalisé. Aucune image tournée, et au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, on se refuse de parler ni d'une quelconque évacuation, ni d'avion médicalisé. Le président Étienne Tshisekedi s'est envolé ce matin, très tôt matin, pour Bruxelles en Belgique, à bord
d'un jet privé loué pour ce voyage. Il n'est pas évacué. C'est un voyage qui était prévu de longue date. Il est allé en Belgique pour terminer son repos. Et après avoir terminé son repos, il va entreprendre une tournée qui va le conduire dans un certain nombre de pays. Pourtant, des folles rumeurs ont circulé à travers la ville de Kinshasa, qualifiant l'état de santé du leader de l'UDPS de critique. La famille de l'opposant et même son parti ont toujours réfuté les allégations selon lesquelles l'ex-premier ministre était malade. Ça, ce sont des pures inventions, ce sont des affabulations. Il n'y a rien de tout cela. Le président Tshisekedi est bel et bien présent sur l'échiquier politique. Le peuple congolais a encore besoin de lui. Il devra accomplir sa mission avant de se retirer de la vie politique. Mais là, il est encore là et on a besoin de lui. Cependant, l'un de ses proches collaborateurs avait affirmé qu'une évacuation sanitaire était envisagée depuis bien longtemps et que la santé de l'opposant s'était beaucoup dégradée. Des documents datés du 8 août le décrivent comme un patient asthénique avec perte de force, présentant des difficultés à marcher seul. Autre chose à présent, la gestion efficiente du secteur des hydrocarbures en province a été durant 4 jours au centre des échanges entre responsables de divisions provinciales de ce secteur. L'idée est partie d'un diagnostic profond des divisions provinciales qui a révélé les maux qui rongent le secteur des hydrocarbures en province sur le plan administratif, structurel, logistique et législatif. Suivez. Durant le déroulement des travaux, les participants, pour atteindre les objectifs, se sont répartis en 3 commissions, lesquelles étaient chargées de statuer sur le projet du nouveau cadre organique, ainsi que les questions techniques et juridiques. Organisé à l'initiative de la tutelle, à l'ouverture comme à la clôture, le ministre Crispin Atama a appelé les chefs des divisions provinciales de son secteur à adopter une ligne de conduite unique pour une gestion bel et bien efficiente des hydrocarbures dans leurs provinces respectives. Chaque division doit présenter la manière dont il a déployé, implanté le service dans sa province, comment il gère au niveau des districts et des territoires ce que vous avez antenne, comment les rapports circulent entre vous. Ce qui devra être facile à faire pour eux sans excuse, puisque les travaux leur ont permis d'appréhender tous les problèmes qui dérangent le bon fonctionnement de leur division ainsi qu'à l'administration centrale. Au finish, quelques recommandations ont été émises, dont réglementer les hydrocarbures solides, gazeux et les biocarburants. Ensemble, les participants ont aussi souhaité que les administrations provinciales soient dotées des équipements de bureaux et matériel roulant pour les rendre performants. Et déjà aux jours qui ont suivi, à la question de la mobilité, la réponse a été trouvée aussitôt par le ministre. Ce samedi 16 août, il a remis symboliquement les clés d'une des motos au chef de division des hydrocarbures Katanga. Des outils de travail qu'ils devront gérer et prendre soin en bon père de famille, parole de Crispin Atama. À titre symbolique, je remets. Rendons-nous au Sud Kivu où la situation sécuritaire à Bunyakiri reste préoccupante avec les attaques des groupes armés. Le gouverneur de cette province, Marcelin Sichambo, a pour ce faire accordé une audience à la délégation des originaires de ce coin du territoire de Calais. Question de voir comment venir en aide aux victimes des attaques et éradiquer la situation. La situation sécuritaire qui prévaut à Bunyakiri dans le territoire de Calais était au centre de l'audience que le gouverneur du Sud Kivu, Marcelin Sichambo, a accordé à une délégation des originaires de Bunyakiri. Conduite par le Bwami Kitenge II, chef de la chefferie de Bouloo et grand chef coutumier, la délégation a également sollicité auprès du gouvernement provincial une assistance en faveur des populations victimes d'attaques des groupes armés. Nous sommes juste venus présenter à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, la situation sécuritaire de Bunyakiri et demander que le gouvernement provincial vienne en aide aux victimes de la guerre qui s'est passée à Bunyakiri entre les éléments de Raya Mutomboki et les FARDC, et dire aussi à l'autorité provinciale que nous nous engageons maintenant à descendre sur le terrain, le chef coutumier et aussi toute la notabilité, le président de la communauté, pour que nous puissions avoir le temps de parler à nos jeunes gens et aussi consoler la population.
Parlons culture. Dans ce journal, le Centre international des civilisations Bantou, créé depuis 31 ans et basé à Libreville, vient de changer d'équipe dirigeante et redéfinit ses nouvelles missions. Il a désormais un nouveau patron, Antoine Mandachebois, et compte 11 membres, dont fait partie l'RDC. Mandachebois est l'un des rares Congolais à occuper ce poste au sein de cette organisation. Cette structure panafricaine reste aussi l'une des rares institutions culturelles régionales en Afrique qui a pour but la défense et la promotion de la culture bantou. Et justement, nous sommes avec le président de cette structure, Antoine Mandachebois, sur ce plateau pour plus d'informations. Bienvenue. Bonsoir. Alors, expliquez-nous brièvement le Centre international des civilisations bantou. Oui, enfin, une petite précision d'abord pour commencer, c'est pas président. Le titre, c'est directeur général du CICIBA, Centre international de civilisation bantou. CICIBA en sigle, c'est ça? Qui est, comme vous l'avez rappelé ici tout à l'heure, une plateforme. C'est à la fois, qui vise un certain nombre d'objectifs. C'est un centre de documentation, c'est donc un centre scientifique qui est la mémoire... disons, de toutes les civilisations bantoues, toutes les identités bantoues, c'est aussi une plateforme de coopération entre les États membres, parce qu'il y en a 11 au total. Et c'est aussi un espace à partir duquel s'affirment nos identités multiples à travers le continent. Vous avez tout à l'heure ici évoqué le changement d'équipe. Je dirais plutôt que nous nous inscrivons dans la continuité du mandat de la RDC qui court depuis 4 ans, mais qui a été arrêté en cours par mon prédécesseur, dont j'ai la mission d'assurer la continuité pour 2 ans encore. Mais je voulais quand même saisir cette occasion pour saluer le leadership exemplaire de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, grâce à qui d'ailleurs, aujourd'hui, la République démocratique du Congo revient au devant de la scène internationale en réoccupant une fois de plus ce poste. D'ailleurs, c'est sous son leadership que le Premier ministre, son Excellence Matata Ponyo, a ordonné un recrutement au sein des scientifiques congolais pour combler cette vacance. Et le ministère de la Culture, Jeunesse, Sport, Culture et Arts, qui a organisé un appel à candidature internationale, a fini par, évidemment, jeter son dévolu sur notre personne. Et quels sont justement les critères qui ont concouru à votre nomination au sein de cette structure? Il y a eu beaucoup de critères. Il faut être un scientifique de haut niveau. Le critère le plus important, c'est d'abord être de nationalité congolaise, parce qu'il s'agissait d'un poste qui devait être occupé par un Congolais, puisqu'on est sous le mandat de la RDC. Il fallait aussi avoir un niveau scientifique important, c'est-à-dire à partir de doctorat, post-doctorat, ce que nous sommes. En plus de ça, il faut aussi avoir publié dans le domaine, dans les différents domaines que couvrent les objectifs du CICIBA, c'est-à-dire à la fois, ça couvre la linguistique, l'archéologie, l'anthropologie, et aussi, on peut noter une dimension transversale, c'est toute la recherche qui porte sur les civilisations ultramarines, ou si vous voulez, ce qu'on appelle aujourd'hui les civilisations créoles, donc qui découlent de la traite négrière, de l'esclavage. Évidemment, comme vous le savez, il y a 5 siècles, nos ancêtres bantous avaient été transplantés dans les Amériques. Eh bien, là où ils sont allés, ils ont créé de nouvelles civilisations créoles, mais qui s'inscrivent quand même dans la matrice d'origine que leur avait fourni leur continent de départ, qu'est l'Afrique. Vous êtes désormais directeur général du Centre international des civilisations bantou. Quels sont les objectifs que vous vous êtes assignés pour ça? Écoutez, je ne peux pas m'assigner des objectifs, d'autant plus que c'est un centre qui est structuré. Il y a les assises, ce qu'on appelle les assises. Il y a un conseil des ministres de la culture des États bantous, et puis un conseil d'administration, et bien entendu la direction générale, qui est en fait un organe d'exécution et de proposition aussi. Vous avez une vision assez particulière. Nous avons une mission particulière. Il y a une mission particulière concernant notre mandat. C'est cette mission qui nous est confiée aujourd'hui, c'est la restructuration de l'institution. Comme vous avez dû certainement l'apprendre, pendant 4 à 5 ans, cette institution a traversé une période d'engourdissement
qui a un petit peu paralysé les activités. Cela appelait une réflexion de la part des instances de cette institution qui estiment qu'il va falloir peut-être essayer de redéfinir les objectifs de cette institution. Et c'est à ça qu'on va s'atteler en convoquant très rapidement un conseil